des gradients, la détection des corners avec Harris, par exemple. Et on se demande en fait, est-ce que c'est suffisant pour des images ou des semplexes? Prenons par exemple un exemple d'une image en binaire. Vous vous rappelez dans les premiers chapitres, une image, on prend une image en binaire. La détection des gradients ou la détection d'une simple segmentation permet d'extraire les objets. Mais lorsque j'ai une très, très complexe, je ne peux pas. Je prends cet exemple ici. J'ai une scène qui est assez complexe, qui contient des DVD ou des livres, je ne sais pas trop. J'ai ici, je cherche un DVD en particulier, donc ce sera ce DVD-là par exemple, et parmi cette pile ici, déjà pour être humain, c'est complexe, parce qu'il faut une photo parmi tous ces objets qui sont là pour le trouver. Alors là, pour une machine. Alors, une machine, comment elle va raisonner? On est en traitement d'image. Qu'est-ce qu'on a? Une image, c'est quoi? Ce sont des pixels. Donc, c'est des matrices tout simplement qui contiennent des informations sur la quantité de lumineuse de chaque couleur. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que les edges sont suffisants? On va commencer comme ça, on peut travailler. Est-ce que les edges sont suffisants? Est-ce que edge ici, ça peut me permettre de retrouver cet objet? Non. Est-ce que les corners, ça peut me permettre de retrouver cet objet? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a une infinité de edge à l'intérieur de cette image, qu'il y a une infinité de couleurs, qu'il y a une infinité de corners à l'intérieur. C'est pas évident de faire le matching, de retrouver les edges correspondant à cet objet, les edges correspondant, plutôt les edges correspondant à l'objet dans l'image. Et donc, en plus de ça, il y a d'autres problèmes. Donc, il y a un autre problème, c'est que par exemple cet objet-là, il est bien droit dans cette image. Cet objet-là, il a une orientation différente. Là, il n'est pas droit, là, il est droit. Il y a une taille qui est différente. Donc, scale est différent. Là, ça peut être une intensité lumineuse qui peut être différente, par exemple. Et donc, en fait, tous ces problèmes-là, on ne peut pas les régler avec ce qu'on a fait jusque-là. Donc, avec edge, le corner, la segmentation, tout ça, c'est pas suffisant. Et donc, il faut trouver un moyen de faire ce matching. Le matching, ça veut dire se retrouver un objet dans une image. Donc, ça, c'est la base de la détection d'objets. C'est j'ai un objet bien défini, je veux le retrouver dans une image. D'accord? Ou, par exemple, on peut faire ça comme une base de données d'image. J'ai une image et je veux trouver cette image dans une base de données, dans une pièce. Et en fait, il y a un détecteur qui s'appelle SIFT, qui peut le faire. Et c'est un très, très puissant détecteur d'objets, ou on va dire détecteur d'un objet. Donc, il va détecter un ou plusieurs objets. Mais c'est un puissant détecteur d'objets. Maintenant, pour comprendre comment fonctionne SIFT, il faut comprendre plusieurs choses. D'accord? Donc, avant de rentrer dans SIFT directement, on doit comprendre le cheminement d'un point de vue traitement d'image, comment on peut arriver de pixels, de edge et de corner, jusqu'à quelque chose qui me permet de retrouver un objet, peu importe son orientation et peu importe l'échelle de cet objet. Alors, ces points importants, c'est quoi? Donc, ce sont les points d'intérêt. Les points d'intérêt, c'est quoi? Les blobs, le détecteur SIFT, puis le descripteur SIFT. Alors, c'est quoi des points d'intérêt? En fait, si je prends cette image, on a dit que les edges et les corners sont insuffisants pour retrouver les objets. Et donc, il y a ce concept de point d'intérêt qui est très, 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 très vieux, hein, qui date de la première vague de traitement d'image, la première vague de vision, c'est-à-dire dans les années 70, peut-être même 80, je pense que c'était les années 80, où on avait ce principe de point d'intérêt qui est jusqu'à présent, il existe. Les points d'intérêt, c'est quoi? Ce sont des endroits à l'intérieur de l'image qui sont suffisamment pertinents pour une tâche de reconnaissance ou de détection. Ça veut dire ici, par exemple, j'ai cet objet ici, je dois retrouver dans cette image des points d'intérêt d'Alain. Donc, ces points d'intérêt, c'est quoi? Ce sont des régions qui contiennent suffisamment d'informations pour que je puisse dire que cette région-là, elle est susceptible d'être mon objet, par exemple. D'accord? Donc ça, c'est une définition très simplifiée de ce que c'est un point d'intérêt. Et parmi ces points d'intérêt, il existe ce qu'on appelle les blobs. Donc les blobs, c'est un cas particulier de points d'intérêt. Il y a beaucoup, beaucoup de théories et de définitions des points d'intérêt.
Parmi celles-ci, il y a ce qu'on appelle les blobs. Et les blobs, c'est quoi? Ce sont des petits patchs, des petites régions, indéfiniment, ça dépend, la taille elle peut différer, hein, ça peut être grande, petite, en cercle, en ellipse, peu importe. Ça peut être un point, ça peut être tout simplement un point. Et donc, les blobs, ce sont des petites régions, d'accord, qui elles sont susceptibles de contenir suffisamment d'informations pour pouvoir détecter les objets, d'accord. Et donc, on va voir l'exemple qu'il y a. Par exemple, ici, je prends un patch. Supposons ici que j'appliquais un gradient, un détecteur de edge ou de corner. Si j'avais que des edges ici, je ne pourrais rien faire. J'aurais des edges partout. Je ne pourrais pas détecter un objet particulier par cet objet-là. Parce que j'ai des edges partout, c'est pas suffisant. Alors que si je prends des bouts de patch, par exemple, je prends des patchs ici et un patch là, on va voir qu'ils sont différents. Alors ici, il contient un certain nombre d'informations. Ici, il contient une autre information qui définissent, qui décrivent. En fait, le but est de décrire la région, de décrire le patch, de décrire cet ensemble de pixels. C'est-à-dire que cette petite région, cette petite zone dans l'image, elle est décrite de façon unique, de préférence, qu'elle soit unique. Cette description, elle permet de pouvoir la distinguer des régions avoisinantes ou de lui donner une signature unique dans l'image. Donc, on cherche dans les images, les points d'intérêt et les blobs en particulier, c'est quoi? C'est chercher dans l'image des patchs, donc des petites régions ou des points qui ont une signature unique, qui représentent, donc qui décrivent une région de manière unique, qui permet au final de pouvoir distinguer l'importance. On peut savoir si c'est important ou pas cette région, si elle contient beaucoup d'informations. Et ces informations sont quoi? Elles nous permettent de distinguer ce qui est objet de ce qui ne l'est pas. D'accord? Alors, ces points d'intérêt, parmi ces points d'intérêt, c'est des blobs. Donc, les blobs, c'est quoi? Ce sont des petits packs, c'est des petites rayons comme ça, rectangulaires, carrés, cercles, peu importe. C'est des petites régions qui contiennent quelques pixels qui sont informatifs, mais qui sont riches en informations. Riches d'informations, cette information, c'est quoi? Elle décrit bien la scène. Elle représente, ou décrit, elle représente, ce sont des synonymes, représente bien ma scène, mon image, par exemple. Donc, ok. Donc, on a vu ce que c'est un blob. Et ce qu'on aura, on va continuer toujours avec les blogs. Donc, pardon, il y a différentes formes de blogs. Donc, ça peut avoir cette forme-là. Ici, une forme comme celle-ci, en cou, en cloche, en triangle, en une balle, etc. Et en fait, ça c'est sur un signal en une dimension, mais il n'y a pas de forme unique, d'accord? Ce qui importe, c'est ce qu'elle contient ce signal et ce que décrit ce signal. C'est ça qui est important. Maintenant, ce qu'on observe, regardez, c'est que, bon, il faut pour détecter, on parle de détection de points d'intérêt, d'accord? Donc, on cherche à retrouver ces points d'intérêt dans une image, et donc il faut les trouver, d'accord? Les déterminer, donc il faut les localiser, il faut déterminer la taille et l'orientation de ces blocs, d'accord? Et on remarque qu'un bloc, ça contient aussi des edges autour. Donc, regardez ici, il y a bien un edge là, un edge ici, un autre edge ici, etc. Et donc, en fait, comme c'est une région, un patch. Donc, autour de cette région, il y a des edges tout autour de ces blobs. Et comme on a vu dans les chapitres précédents, les edges, on sait les calculer. Donc, en fait, on peut utiliser les edges pour retrouver les blobs. Et donc, pour retrouver les blobs, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais prendre... Est-ce que vous arrivez à voir de mon écran? Il n'y a pas un souci parce que dans mon téléphone, il y a un retour. Je crois qu'il y a un décalage. Entre la voix et ce que vous voyez, c'est la même chose, hein? Non? Pour l'instant, il n'y a qu'une image et un bout de texte, hein? Oui, très bien. Alors, je vais continuer. Je prends un signal. Ce signal ici, c'est quoi? F, c'est quoi? F de X, c'est quoi? Il y a un blob A, un blob B et un blob C. Vous voyez que, je vais reprendre mon stylo, donc voilà, on a un petit blob A, le B c'est à peu près le double de A et le C c'est à peu près le triple de A, en termes de largeur, de taille, je ne sais pas comment on va appeler ça.
Donc, en fait, ce sont 3 blobs différents qui sont de 3 tailles différentes. Très bien. On sait calculer ça, c'est une gaussienne. C'est la formule. Quand on voit un sigma comme ça veut dire que c'est une gaussienne. Donc, voici une gaussienne quelconque avec un sigma quelconque. Très bien. On se rappelle que pour calculer les gradients, on pouvait faire par exemple le Laplacien. Donc on avait deux façons. Soit on utilisait les gradients en premier dérivé, soit la deuxième dérivée. Ici, je parle uniquement de la deuxième dérivée, parce que ça m'intéresse, c'est plus efficace. Donc la deuxième dérivée, quand vous voyez comme ça ce symbole-là, c'est-à-dire que c'est la deuxième dérivée, ça veut dire c'est quoi? C'est le Laplacien. On l'a vu la dernière fois, donc c'est le Laplacien. D'accord? Quand on parle de seconde dérivée, c'est le Laplacien. Et donc, le Laplacien, quoi, de f de x fois g de x, c'est quoi? Ça veut dire que c'est la convolution de ma gaussienne sur mon image. Hein? C'est quoi? C'est la convolution, ça c'est un symbole de convolution. De mon filtre gaussien sur mon image, une fois que j'ai filtré mon image, j'ai une image ici, je la filtre, et après je lui applique le Laplacien. Ça, on l'a vu. Mais on avait vu aussi quelque chose de très intéressant. On avait vu que ça, c'était équivalent, c'était la même chose que si on appliquait le Laplacien uniquement sur g de x, y, c'est-à-dire on appliquait le Laplacien uniquement sur la gaussienne et qu'on faisait la convolution sur le Laplacien de la gaussienne. Ça, on l'a vu la dernière fois. D'accord? Donc ça, c'est l'équivalent. Donc voici si on devait appliquer le filtre Laplacien gaussien sur une image, ça aurait cette forme-là. D'accord? Et donc, voici le signe, comment on va l'appliquer. Regardez ça. C'est la dérivée seconde, donc D2 sur D2XE de ma gaussienne. Ça, c'est ma filtre gaussien. Ça, c'est la dérivée seconde. Donc, c'est le Laplacien. C'est le Laplacien de ma gaussienne. Très bien. Et lorsque je fais convoluer ce signal, donc convolution, ça avec ça, ça me donne quelque chose comme ça. Voilà. Convolution, de quoi c'est la convolution de mon filtre gaussien Laplacien avec mon image, ça me donne quelque chose comme ça. Et là, on va s'arrêter un petit peu, on va observer le résultat qu'on a. On a dit que ça, c'était des blobs. Donc, on avait 1, 2 et 3 blobs. On observe ici, par exemple, dans le cas du blob C, que mes 2 edges sont bien détectés. Pour rappel, rappelez-vous, la dernière fois, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que dans le filtre Laplacien, les edges sont détectés comment? En trouvant les zéro crossing. Donc, il y a un zéro crossing ici, il y a un second zéro crossing ici, qui sont bien distinguables, et ça correspond au edge que j'ai ici. Très bien. On voit bien, ils sont bien clairs, les zéro crossing que j'ai ici dans le cas de C. Dans le cas de B, regardez, ça se rapproche encore un peu. On arrive quand même à distinguer le edge de droite et le edge de gauche dans les zéro crossing qu'il y a ici. Dans le cas de A, regardez ce qui se passe, c'est que j'ai le zéro crossing là et le zéro crossing là qui se rejoignent. Et donc, dans le cas du blob A, j'ai un problème. C'est-à-dire que j'ai un problème, je risque de ne pas détecter mes edges correctement. Et ça pose, c'est pas sympa. Ça me pose beaucoup de problèmes. Et donc, en fait, une des façons la façon de retrouver correctement ces edges, donc de retrouver correctement les zéro crossing qu'il y a ici, c'est regardez, pour résoudre le problème des zéro crossing, on va amplifier le filtre par un sigma au carré. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le même signal qui est ici, c'est le sigma Laplacien du sigma, et on va le multiplier par sigma au carré. Et qu'est-ce que ça va faire, ce sigma? C'est quoi? J'ai un filtre. J'ai un filtre. Donc, s'il y a une courbe quelconque dans mon espace en 3D, si je devais représenter ce sigma en 2D, ça serait quelque chose comme ça. Laplacien de sigma, ça serait quelque chose comme ça. Le Laplacien de Gaussien, ça fait quelque chose comme ça. Et le multiplier par une valeur positive, donc quelque chose, ça va amplifier ce signal. Donc ça sera N, L, V. Et ça aura une forme encore un peu plus grande. On va tendre, amplifier mon signal. Et en fait, lorsque j'ai amplifié mon signal, regardez ce qui va se passer. La convolution elle-même sera amplifiée. Et regardez donc au final, regardez le résultat que j'avais tout à l'heure. Les zéro crossing qui sont là, ben, ils sont toujours bien visibles. Pareil pour ce cas-là. Et ici, on arrive quand même un peu mieux à distinguer. Contrairement à là, on a meilleur quand même, on arrive à trouver des pics
hein, les pics sont bien distinguables. Donc, on arrive à séparer un peu mieux ces deux signaux. Bon, d'accord, c'est bien, mais est-ce que c'est suffisant? En fait, on a observé que si, par exemple, je prends ce signal, donc on a fait une fois pour amplifier ce signal qui est ici. Si je change le signal de sigma, donc j'applique un sigma plus grand, par exemple, j'aurai quelque chose comme ça. Regardez ce qui se passe. Mon zero crossing qui est là et là sont bien nets. Ça veut dire que j'arrive à trouver les edges qui sont ici. Et le pic ici qui est là, le pic qu'on a ici, ça correspond au pic qu'il y a de mon signal. Alors ici, regardez ce qui se passe. Donc ça, c'est pour un sigma que j'ai augmenté. Donc j'ai augmenté un sigma et je l'ai appliqué pour l'image A. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je fais la même chose pour le blob B. Donc ça, c'est pour le blob A. Maintenant, pour le blob B, je fais la même chose. Donc je change encore le sigma et je rapplique cette fonction-là, c'est-à-dire on appelle la Laplacienne gaussienne normalisée, le NLG. NLG, Normalized Laplacian of Gaussian. Donc, on fait la même chose pour le deuxième blob, celui-là qui est ici, et on aura une belle courbe bien, où on arrive à bien distinguer les zéro crossing, on arrive à bien distinguer le pic. Pareil avec la troisième, donc j'applique un autre sigma encore plus grand, par exemple pour le signal C, et c'est encore mieux, hein, regardez le signal que j'ai ici, voilà, ce signal qui est là, il sont bien mieux que ce que j'avais au tout début, regardez ce que j'avais au tout début là, pardon, ici, tous les trois les signaux que j'avais là, et lorsque j'applique plusieurs fois des gaussiennes différentes sur mes signaux de base, regardez ce que j'obtiens. Des signaux bien nets et bien distinguables. Donc, ce qu'on fait ici, pour détecter les blobs, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on applique le Laplacien du gaussien, donc c'est cette formule-là, avec différents sigmas. Donc, on prend un sigma, on voit si c'est bien ou c'est pas bien, c'est pas suffisant, on amplifie le signal, et après, qu'est-ce qu'on fait? Cette amplification qu'on va appeler NLG, voilà, N, pardon, NLG, Normalized Gaussian, et bien, qu'est-ce qu'on va faire? On l'applique de manière itérative, en changeant le sigma, et j'aurai plein d'images contenant différentes versions du filtre gaussien appliqué à mes images, du filtre NLG appliqué à mes images. Et donc, selon le sigma que je vais obtenir, ça va me permettre de retrouver des blobs, de bien les détecter et de bien les de bien les détecter les blobs et donc d'amplifier le signal et donc de détecter de manière correcte et précise, de manière claire et précise les blobs terminant ici dans les. Est-ce que c'est clair? Sinon, je vais recommencer le but. Alors ça, c'est comment on est arrivé à la détection du blob. Mais comment en fait c'est appliqué? Qu'est-ce qu'on doit faire? On a dit qu'une détection, c'est quoi? C'est la localisation, donc localiser le blob et dire c'était quoi la taille du blob. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? On applique le N-log, Normalized Laplacian of Gaussian. Normalized Laplacian of Gaussian. Donc, c'est quoi? C'est la normalisation, c'est le sigma carré du Laplacien de Gaussien. Hein, donc, c'est ça le LG. C'est quand on avait amplifié le signal avec sigma au carré, et ça, c'est le Laplacien de Gaussien classique. D'accord? Donc, c'est ça le NLOG. Moi, j'ai dit NLG depuis tout à l'heure, c'est NLOG. Très bien. Quand on a ce NLOG-là, qu'on applique, qu'est-ce qu'on fait? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? J'ai une image, qu'est-ce que je lui applique? Je lui applique une première fois NLOG avec un certain sigma, une deuxième fois avec un autre sigma, une troisième fois avec un autre sigma, une quatrième fois avec un autre sigma, une cinquième fois avec un autre sigma, etc. Et en fait, chaque image résultante du filtre, de la convolution de ce filtre NLOG avec une image, va me permettre, c'est-à-dire que chaque convolution de ce filtre avec une image, avec un certain sigma, chacune de ces convolutions va me permettre de détecter correctement certains blobs d'autres. Pour rappeler ici, ce qu'on avait dit, regardez, avec un certain sigma, je prends un premier sigma, j'arrive à détecter celui-là, je change encore le sigma, j'arrive à détecter le deuxième, je change encore un troisième, un
j'arrive à détecter le troisième. Et donc, le changement de sigma va me permettre de retrouver plusieurs blocs. Très bien. J'ai plusieurs blocs et regardez voilà ce que ça fait. Et le premier signal, donc je change jusqu'à ce que je tombe sur des signaux qui sont corrects et que j'ai appliqué tous les blocs. Donc, en fait, il faut autant appliquer la convolution avec le n-log autant de fois que possible. Pas autant de fois que votre machine le permet, par exemple, en termes de complexité, par exemple. Et aussi, il faut ne pas oublier de trouver la taille et la localisation de ce blob. Donc, comment on va représenter la taille et la localisation de ce blob? En fait, la taille, c'est quoi? Et la localisation, c'est quoi? La localisation, ça veut dire c'est où dans mon image. Ça veut dire j'arrive à trouver où est, on va dire qu'on va décrire la position d'un blob par ce pixel-là, c'est-à-dire ce pixel qui est au sommet de mon blob. On va dire que c'est celui-là qui permet de me dire où se trouve mon blob. Et il se trouve que ce pic-là, ce sommet qu'il y a ici de mon blob, il est représenté par ce pic en bas. Donc, ce pic tout à fait en bas dans la convolution de n-log fois sigma. D'accord? Donc, en fait, c'est le pic. Donc, ça permet de trouver la position. C'est quoi? Represent blobs. D'accord? Donc, x, ici, c'est ça, x, ça représente local extrema. Local extrema, ça représente quoi ici dans ma convolution? Le local extremum dans mon image représente où se trouve d'accord? Et la taille, maintenant c'est la deuxième caractéristique d'un bloc, c'est la taille. Et en fait, comme on ne peut pas représenter à partir de cette convolution la taille, on ne peut pas retrouver, la seule chose qu'on fait, c'est que lorsque je change mon sigma, je vais appliquer, j'aurai des résultats différents. Et en fait, la taille du bloc va dépendre, la taille de la valeur de mon sigma, le changement qu'on va appliquer à valeur de mon sigma va dépendre de la taille de mon blob. En fait, plus mon blob est grand, plus il va requérir un plus grand sigma, par exemple. D'accord? Donc, en fait, on peut représenter tout simplement la taille. Donc, la localisation, c'est par un extrémum. D'accord? Tout simplement. Donc, on a fait ça. Donc, ça, c'est pour expliquer comment retrouver la localisation plus la taille de mes blobs. Et donc, ça, c'est la fonction. Et ça, c'est quand on applique cette fonction-là, comment on va la lire. Donc, ça, c'est la fonction qui vous est donnée dans le texte. C'est quoi? C'est les positions x et la taille sigma. C'est quoi? C'est Argmax de x sigma de cette fonction-là. Cette fonction-là, c'est quoi en valeur absolue? C'est le n-log. C'est le n-log fois mon image. IMG. Donc, c'est la convolution de mon n-log fois mon image avec différents sigma. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire je change, selon les paramètres de sigma, j'aurai différentes convolutions. Et en fait, je cherche à maximiser, à trouver les valeurs maximales qui me permettent d'obtenir les blocs avec différentes gaussiennes. Et on va expliquer ça un peu plus en détail. On reprend une image. Ici, j'ai une image. Et cette image, je vais lui appliquer un filtre n-log avec sigma égale à 0, sigma 0. Après, avec sigma 1, sigma 2 et sigma 3. Et en fait, comme on observe, quand on a, plus on augmente le sigma, plus la taille de mes blobs vont être plus grand. Et aussi, plus mon image sera floue. Maintenant, si je dois détecter où sont mes blobs, regardez ce qu'on a. Donc, on a, avec sigma 0, j'ai un blob ici, j'ai un blob ici. Avec sigma 1, j'ai un blob ici qui a cette taille-là. Et puis, avec sigma 2, c'est là. Et avec sigma 3, il me dit c'est ce blob-là. Mais en fait, regardez ici. On a pour chaque image le sigma et une fonction de convolution. Regardez la valeur que ça donne avec sigma 0, la valeur que ça donne avec sigma 1, la valeur que ça donne avec sigma 2 et avec sigma 3. Et en fait, cette fonction, elle est maximisée, elle arrive à son maximum. Regardez parce qu'on cherche à maximiser cette fonction. La fonction maximum, elle a atteint un maximum quand avec sigma 1. C'est-à-dire qu'avec sigma 1, le bloc qui est ici,
est le plus distinguable, celui qui en a pu mieux détecter parmi tous les blobs avec différents signaux. D'accord? Mais en fait, tout ça, c'est bien, hein, ça marche. Par exemple, ici, on voit qu'elle est assez claire. Et on peut, elle n'est pas aussi claire que ça, où je vais perdre dans les détails qu'il y a dans les pixels ici. Mais ici, elle est suffisamment claire pour que je dise que ça, c'est un visage, par exemple. Et donc, l'utilité du blob ici, c'est de dire qu'en fait, la détection du blob, en fait, avec les sigma, c'est de chercher une région, un patch qui soit suffisamment, qui contient suffisamment d'informations pour décrire un objet, par exemple. D'accord? Et là, on voit bien que on peut dire que c'est un visage, mais c'est pas suffisamment spécifique pour dire que c'est tel. C'est juste un visage. Et en fait, j'arrive à détecter les visages avec cette fonction, par exemple. D'accord? On continue maintenant avec le détecteur SIFT. Et en fait, on vient de voir dans la détection du blob, avec le Laplacien un peu n-log, c'est que c'est compliqué, c'est que c'est lent. Parce que pour image, parce que j'ai eu plusieurs fois des convolutions avec n-log, à chaque fois, je recalcule le n-log pour chaque sigma parce que ça va changer, parce que le n-log série il va changer en fonction du sigma. Donc, pour chaque sigma, je dois recalculer le n-log et puis chercher l'extrémum et puis chercher encore chercher l'extrémum dans chacune de mes convolutions, etc., pour trouver les blocs correspondants. Et en fait, tout ça, c'est très long processus. Il y a le détecteur SIFT, je parle de détecteur, pas descripteur, mais le détecteur SIFT, qui vient en fait et qui améliore un petit peu tout ce processus de calcul pour trouver le bloc. Donc en fait, le détecteur SIFT, il fait quoi? C'est le même principe. Je détecte des points d'intérêt. Ces points d'intérêt, c'est des blobs, mais on va laisser points d'intérêt de manière globale, parce que les blobs, ce sont des points d'intérêt. Donc le détecteur SIFT, c'est ce qu'il fait, il va détecter ces points d'intérêt. Comment il fait? En fait, il a créé une fonction, ça s'appelle difference of Gaussian, donc la différence de Gaussian, qui est une approximation de la fonction n-log. N-log, si je peux compliquer, etc. DOG, donc différence of Gaussian, ce n'est qu'une approximation de n-log. Et donc tout le processus depuis tout à l'heure qu'on a fait, il est simplifié. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, voici la fonction grosso modo, DOG, c'est à peu près, à un facteur près S-1 égale à n-log. Et on peut le voir aussi sur la figure suivante. Regardez, en bleu, dans le signal bleu, c'est le n-log, le Laplacien qu'on a d'un signal quelconque. Et en rouge, c'est le signal DOG de SIFT, hein, donc de celui qui est de calcul du SIFT. Et on voit qu'ils se ressemblent beaucoup. Alors, c'est évidemment pas le même, mais ils se ressemblent beaucoup. Et en fait, pour éviter le calcul des extrémums B, où on avait ce processus itératif avec argmax, machin et tout ça, on pourrait l'éviter tout simplement en calculant le DOG, donc le difference of Gaussian. Et comment on fait tout ça? Alors, comment on fait tout ça? Donc, je prends l'image. En fait, le détecteur SIFT, il a 4 étapes. D'accord? Le détecteur SIFT, il a 4 étapes. La première, c'est que j'applique le filtre gaussien, tout court, vu qu'on connaît d'habitude. Le filtre gaussien avec, bien sûr, une différence sigma. Donc, on aura sigma, différence sigma de plus en plus grand. Donc, plus il est petit, plus ça va changer à l'image. Plus il est grand, plus l'image sera floue, évidemment. Après, qu'est-ce qu'on fait? Une différence de Gaussienne. La deuxième étape, c'est que je vais 2 par 2. Donc, pour chacune de ces images qu'on a trouvées ici, on va 2 par 2 les soustraire. D'accord? 2 par 2 les soustraire. C'est ce qu'on appelle la différence de Gaussienne. C'est DOG. Et on voit que ce calcul-là, il est bien plus facile que celui qu'on avait fait tout à l'heure avec le argmax, il fallait faire itérativement trouver l'argument maximum de chacune des fonctions, des convolutions, etc. On fait 2 par 2, je fais une différence, 2 par 2, je fais une différence, 2 par 2, je fais une différence, 2 par 2, je fais une différence. Je passe à l'étape numéro 3. L'étape numéro 3, elle me dit quoi? Pour chaque 3, pour tripler de différence gaussienne, donc on appelle aussi la différence de gaussienne des échelles. D'accord? Pour chaque 3, pas une paire, on dit un triplé. Donc, pour chaque triplé d'échelle, on va chercher à éliminer, donc à trouver ces points d'intérêt, c'est quoi? Et on va dire en fait ce sont des extrémums locaux. D'accord? Donc ce sont des extrémums
locaux qu'il y a dans mon image. D'accord? Donc, ici, ce sont les extrémums qu'il y a 3 par 3, donc 3 par 3, donc 1, 2, 3. Et puis après, une seconde fois, par exemple ici, ce sera 1, 2, 3. D'accord? Et je cherche l'extrémum qu'il y a à l'intérieur euh, de toutes les images. Et je continue. Et la quatrième et dernière étape, c'est de filtrer. En fait, ici, j'ai beaucoup de points. Et en fait, je vais m'amuser à filtrer parmi ces points quand même. Il y a certains qu'on peut éliminer. Et en fait, ce sont les 4 étapes du détecteur SIP. Donc, comment ça fonctionne? Le premier, c'est quoi? Je calcule une gaussienne tout simplement à différentes échelles, c'est-à-dire avec différents sigmas. Après, j'applique le DOG, on appelle aussi un espace d'échelle, ça veut dire qu'on a différents scales. On a scale sigma 1, par exemple, ici, scale sigma 1, scale sigma 2, scale sigma 3, scale sigma 3, 4, par exemple, ici, ou N, je ne sais pas. Et puis la troisième étape, c'est find extremum in every 3 by 3 by 3 grid. C'est-à-dire chaque 3 triplés d'échelle, je cherche un extrémum. D'accord? Et le résultat de cette étape-là, ça va me donner des candidats, donc des points d'intérêt, c'est ce que je cherche dans le but de détecteur si c'est de trouver des points d'intérêt. Et ce sont des candidats, des points d'intérêt, candidats dans mon image. Très bien. Et une fois, le dernier truc, la dernière étape, c'est quoi? C'est en fait tout simplement de filtrer. Alors regardez ce que ça dit, c'est Shift Interest Point after removing weak extreme. C'est-à-dire parmi les il y a des extrémismes qui sont moins importants, on va les filtrer. Et c'est tout simplement le détecteur SIFT. Le détecteur SIFT, c'est quoi? C'est un détecteur qui permet de retrouver les points d'intérêt. Comment il fonctionne? Ben, en fait, la première des choses, la première étape, c'est que j'applique le gaussien, le filtre gaussien avec différents sigmas sur mon image. Ça va me donner plusieurs images convoluées avec différents sigmas. Après, la deuxième étape, c'est quoi? Je fais la différence 2 par 2 de chacune de ces échelles, donc de chacune de ces convolutions. Je fais 2 par 2 la différence. Une fois que j'ai calculé cette différence de gaussienne, qu'on appelle aussi l'espace d'échelle, qu'est-ce que je fais? Je cherche les extrémums à l'intérieur de ces échelles de manière 3 par 3. Voilà. Donc, chaque triplé d'image DOG, je calcule les extrémums qu'il y a à l'intérieur. Donc, ici, on aura un, normalement, après on aura deux, normalement, on aura deux. Hein, 3 par 3, 3 par 3. Donc, je ne vois pas pourquoi on a mis 4 images ici, c'est pas grave. Après, qu'est-ce qu'on continue? La quatrième et dernière étape, c'est de filtrer ces candidats pour retrouver uniquement les points, donc les points d'intérêt, qu'on appelle aussi les points SIFT, d'accord? En enlevant les extrémums qui sont ces candidats qui ne sont pas intéressants. Regardez ce qu'on observe ici. Donc, c'est quoi? C'est un blob. C'est-à-dire qu'on me dit en fait que cette région-là, c'est un blob. C'est un patch qui est très pertinent. Ici, cette région-là, c'est un patch qui est aussi très pertinent. C'est ça ce que ça me dit. Voilà, j'ai un patch ici, un patch ici. Vous avez par exemple, un point ici. Un SIFT, c'est un point d'intérêt et il a une certaine taille. C'est-à-dire, ce blob-là, ce point d'intérêt, il a cette taille-là. Ce point d'intérêt, ce blob qui est ici, il a une plus grande taille. D'accord? Est-ce que c'est clair pour le détecteur, pour la différence d'où vient le détecteur SIFT et comment il a amélioré le calcul, plutôt la détection des blobs? Oui, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions? Oui, non? On passe au descripteur. Il y a une différence entre le descripteur et le détecteur. Est-ce qu'il y a des questions? Non, c'est clair. Très bien, ok. Alors, après, il y a le descripteur SIFT. Alors, c'est quoi un descripteur? Bon, en fait, depuis tout à l'heure, on parle de points d'intérêt, on a parlé de points d'intérêt, on a parlé de blocs qui sont une des façons de voir les points d'intérêt, puis on a parlé de la détection des blocs avec le nlog, c'était compliqué, et donc on a vu la détection grâce à SIFT qui facilite le calcul des blocs, la détection des blocs, en introduisant quoi? En introduisant la fonction quoi? La fonction
DOG. Cette fonction DOG, c'est une approximation de n-log, donc ça facilite les calculs et ça facilite de retrouver les extrémums à partir des différences de Gaussienne. Donc, le détecteur SIF, on a dit, il avait 4 étapes. La première, c'est je fais les différences gaussiennes à différentes échelles. Puis, je fais la différence de Gaussienne de ces échelles. J'élimine 3 par 3 les extrémums en retrouvant les points d'intérêt. Et à la fin, je filtre ceci. Maintenant, c'est quoi le descripteur SIF? Pourquoi on a besoin du descripteur SIF? Donc, pour l'instant, ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est quoi? On a retrouvé les points d'intérêt avec SIF, donc avec le détecteur SIF, et on a leur position et leur taille. Bon, très bien. Et maintenant, qu'est-ce que je dois faire? C'est que, au final, la tâche que je voulais accomplir, c'était quoi? C'était de retrouver, de détecter des objets. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai un objet ici. Et je veux, donc, en fait, c'est cet objet-là que je veux retrouver. Et dans une scène, donc c'est cette scène-là, je veux trouver où se trouve cet objet. Et donc, peu importe l'échelle de cet objet dans mon image ou dans ma scène, peu importe donc sa taille, l'échelle c'est la taille, peu importe son orientation, peu importe le changement de luminosité, peu importe, je veux retrouver qu'ils soient invariants à ces changements. Donc, invariant à la taille, invariant à l'échelle, invariant l'échelle c'est la taille, invariant à l'orientation et invariant à la luminosité qu'il y a dans mon image. Bon, très bien. Alors, comment on va faire ça? On a dit tout à l'heure que c'était du matching. Un matching, c'est quoi? C'est une mise en correspondance. En français, le matching, c'est une mise en correspondance. Et qu'est-ce que ça veut dire, le matching? On avait dit tout au début qu'en fait, le SIF, c'est un détecteur d'objets. Le détecteur d'objets, je parle de détecteur d'objets. Le détecteur d'objets SIF, c'est un détecteur basé sur le matching. Matching, c'est quoi? Ça veut dire je fais une mise en correspondance. Ça veut dire je cherche pour une image target. Donc, c'est ça la target que je suis en train d'essayer de trouver. Dans une image, dans une scène par exemple. Je cherche, par exemple, tous les points d'intérêt de cet objet-là. Où est-ce qu'il se trouve dans mon image? En fait, c'est ça qu'on a du matching ou du template matching. Je cherche un modèle ou un objet particulier. Je cherche, donc je trouve les points qui le caractérisent. Et ces points qui caractérisent cet objet, je vais essayer de les retrouver dans l'image. Et à partir de, si j'arrive à retrouver dans l'image, donc j'arrive à dire qu'il est là, qu'il est présent dans cette image, et j'arrive à trouver où est-ce qu'il se trouve cet objet dans ma scène. Très bien. Alors, c'est ça le text matching, c'est ça le matching d'un objet pour la détection d'objets. Très bien, donc on a dit qu'on a trouvé les points SIF, supposons qu'on a appliqué l'algorithme de détecteur de SIF tout à l'heure, et on a appliqué, donc ce qu'on doit faire, on doit appliquer sur cet objet target et sur la scène. D'accord? Mais en fait, il faut décrire pour pouvoir faire le matching. Il faut que j'arrive à décrire ces points pour que je puisse les comparer, il faut que je puisse les décrire. Et en fait, décrire, descripteur SIF, c'est quoi? C'est donner une manière unique de représenter les points et les blobs. Depuis tout à l'heure, les points et les blobs, c'est juste un sigma et une position. Un sigma et une position. Donc, c'est juste une échelle, une taille et une position. Et en fait, pour pouvoir retrouver ces points-là dans une scène, c'est pas suffisant. J'ai besoin d'autre chose. Donc, j'ai besoin de décrire. Et donc, décrire des points, ça nécessite un autre travail. Et c'est le travail du descripteur SIFT. Donc, le descripteur SIFT, il vient après quoi? Après le détecteur SIFT. Le détecteur de points d'intérêt SIFT, il me détecte les points. Maintenant, le descripteur SIFT, je décris ces points. Décrire ces points, c'est quoi? Donc, on va calculer. Comment on le fait? On va calculer les gradients de chaque blob. Donc, en fait, on a chaque blob qu'on a créé tout le détecteur. Bon, en fait, je vais prendre les pixels qui le composent et je vais calculer les gradients de ceci. Et comment on fait ça? Ben voilà. Un blob. Celui qui est en bleu, c'est un blob, par exemple. Donc ici, j'ai un blob en bleu. D'accord? Je vais en vert délimiter tous les pixels qui sont à l'intérieur de mon blob. Donc, ce sont tous les pixels qui sont là. Ces cases qui sont là. Voilà. Tous les pixels qui sont dans ces cases-là. Et je vais tout simplement calculer le gradient. Vous voyez? Vous allez la comprendre? J'ai calculé le gradient de chaque pixel. Qui sont à l'intérieur, les pixels qui sont à l'intérieur de mon blob. Pour chaque blob, les pixels qui sont à l'intérieur, je calcule leur gradient. Alors, qu'est-ce qu'on a dit sur les gradients? Si vous vous rappelez bien,
on a leur magnitude et leur orientation. Et dans le descripteur SIFT, on s'intéresse uniquement à l'orientation. Évidemment, on va calculer la magnitude parce que vous voyez bien qu'ici, il y a des vecteurs en taille, donc il y a une magnitude différente. Ce qui compte dans le descripteur SIFT, c'est l'orientation de ce gradient ou gradient pointe. D'accord? Et ça, c'est important. Une fois que j'ai calculé ces gradients, des gradients de tous les pixels qu'il y a à l'intérieur de mon blob, qu'est-ce que je fais? Je vais les trier, donc je vais faire des statistiques dessus. Et une des manières de faire des statistiques, c'est quoi? C'est faire des histogrammes. Donc, je vais regrouper tous les gradients qui ont la même orientation. Donc, c'est quoi? Ça, c'est l'histogramme d'orientation des gradients. Donc, tous ces gradients, ils ont des différentes orientations et on compte pour cette orientation-là, combien j'ai de gradients, pour cette orientation, combien de gradients, pour cette orientation-là, j'ai combien de gradients, etc. Et en fait, on va s'amuser à faire encore mieux que ça. Ce qu'on fait, c'est qu'en vrai, j'aurai évidemment ici beaucoup d'orientations, ça veut dire beaucoup d'angles. Et en vrai, on va réaliser cet histogramme en 8 valeurs. D'accord? Donc, de 0 à 2π, mais divisé par 8. Ça sera par exemple entre 0 et π sur 4, entre π sur 4 et π sur 2, etc. Tous les gradients qui sont entre ces valeurs qui délimitent the bin, je ne sais plus comment dire en français, qui délimitent cet histogramme. Donc, on va regrouper tous les vecteurs, tous les gradients qui ont une telle orientation, entre, par exemple, si je dis cette valeur qui est, on va dire G1 par exemple, l'orientation 1, θ1 par exemple, c'est entre 0 et 45 degrés. Donc, tous les gradients qui sont entre 0 et 45 degrés appartiennent à θ1 par exemple, etc. jusqu'à θ8. D'accord? On dit que dans SIFT, c'est une manière de faire. Il a en fait normalisé tous les gradients qui existent en 8 valeurs. D'accord? De 0 à 2π, il y a 8 valeurs, 8 valeurs de gradients. Et le pic, celui qui est majoritaire, celui qu'on retrouve le plus dans mon histogramme, va représenter, celui qui est majoritaire dans mon histogramme, va représenter au final mon blob. Donc l'orientation qui est majoritaire, qui est la plus présente dans mon blob, va être représentatif du blob. Donc mon blob, la première des choses, c'est qu'il sera représenté par une seule valeur, ici. Donc la première des choses, il est représenté par une seule orientation. Et ce qu'on a vu tout à l'heure dans le dessin, ici, hein, pas ici, non, c'est pas là. Non. Je vais pas encore montrer. Voilà, voici l'image du blob. Donc, vous voyez un blob qui est ici. Regardez, il a une flèche sortante en rouge. Ça veut dire que cette flèche sortante en rouge, c'est quoi? C'est la valeur. C'est la valeur quoi? C'est la valeur la plus présente dans mon histogramme. Dans tout l'histogramme d'orientation de gradient que j'ai, la valeur la plus fréquente, donc représente la plus dominante, donc la plus fréquente de mes gradients, représente mon blob. Donc ça, c'est pour expliquer la valeur dominante de mon blob. Maintenant, j'ai besoin de plus de ça pour pouvoir, parce que je peux avoir différents blobs, ici, qui ont la même valeur, gradient. C'est pas suffisant. Donc, qu'est-ce que je dois faire? En vrai, qu'est-ce que je fais? Je vais diviser mon image en 4, mon blob en 4, en un cadran, d'accord? J'aurai une région, 2 régions, 3 régions, une 4e région. Et chaque région, je lui applique l'histogramme. Chaque région, je lui applique l'histogramme. Cette région-là, je lui applique l'histogramme. Cette région-là, je lui applique l'histogramme. Et au final, j'aurai mon descripteur, c'est une concaténation de tous les histogrammes sur mes 8 orientations pour chaque région. Donc, chaque région est représentée par un histogramme qui contient 8 valeurs. J'ai au total 4 régions pour chaque blob. Pour un blob, attendez, je vais effacer. Pour un blob, j'ai 4 régions. R, c'est pour région. B, c'est pour blob. Pour un blob, j'ai 4 régions. Et chaque région est représentée par un histogramme de 8 orientations. D'accord?
Donc, au final, le blob, il est représenté par combien de valeurs? 4 fois 8. C'est 8, non? 32 ou 24? Ah, attendez. Pas une bêtise, hein. Oui, normalement, c'est ça. D'accord. Donc, normalement, c'est 20, c'est 24, c'est 128. Pourquoi 128? 8, attention, 4 fois 4. 4 fois 8. Ah oui, 4 fois 4 fois 8. 4 fois 4 fois 8, ouais. Oui. 4 fois 4 fois 8, c'est-à-dire 128. Oui, donc chacun de ces blobs est en 4 régions et est, euh, chaque région est représentée par un histogramme de 8 orientations. On a oublié de dire qu'en vrai, il y a 16 fois 16 régions et dans chaque patch de 7 fois 16, on touche les blobs. Donc au final, ça sera 4 fois 4 fois 8. Bon, ça c'est une information via Damage, ça il faut le calculer, mais c'est pas ça, c'est pas plus important. D'accord? Maintenant, on a décrit un blob. On a décrit ce blob-là. On a décrit par quoi? Par qui contient pour chaque quart, donc j'ai 1, 2, 3 et 4 quarts, des les 8 orientations pour chacun pour chaque région de ce cercle, les 8 orientations de chacune. Très bien. Une fois que j'ai fait ça, je les concatène. Ça, c'est quoi au final? C'est mon descripteur SIFT. C'est mon descripteur de point d'intérêt SIFT. Ça, c'est le descripteur SIFT de quoi? D'un point d'intérêt. Donc, un point d'intérêt qui est là, il sera décrit par ce vecteur qui est ici. D'accord? Ça, c'est pour la description. Donc, on a résolu le problème de la description. Maintenant, comment on fait pour le matching? C'est-à-dire comment je fais pour comparer entre un descripteur qui est ici et un descripteur qui est là? Pour dire est-ce qu'ils sont les mêmes ou pas? Et en vrai, ce qu'on fait, c'est que pour chaque point d'intérêt qui est là et chaque point d'intérêt qui est dans mon template qui est là et dans ma scène qui est là, je vais calculer le descripteur et je vais les comparer 2 à 2. Donc, comment on les compare? La manière la plus simple, ce serait par exemple d'utiliser la distance L2. D'accord? Donc, la distance L2, c'est plus facile. Sinon, il y a une qui est encore mieux que la distance L2, c'est la distance basée sur la corrélation. Elle est un peu plus compliquée. Elle utilise des termes comme l'énergie, c'est-à-dire la moyenne, etc. Pour calculer cette valeur-là, comparer chaque point avec les points qu'il y a ici. C'est-à-dire si ce point-là c'est le même ou pas, etc. D'accord? Et en fait, il y a un point aussi qui est intéressant. Donc ça, c'est clair pour comment fonctionne le descripteur SIFT et comment on applique le matching. Il y a un point très important dans le fait qu'on utilise uniquement les orientations de gradient et non pas la magnitude de ceux-ci, de ces gradients. En fait, si on utilisait la magnitude des gradients, ça nous poserait un problème. Pourquoi? Pourquoi ça nous poserait un problème? La magnitude des gradients, elle change selon quoi? Elle change selon la distribution des pixels. C'est-à-dire que on avait dit c'est quoi un gradient? C'est un changement brusque d'un environnement clair vers un environnement foncé, vers un environnement clair. Donc, c'est des pixels, changement d'intensité des pixels. Or, la magnitude des gradients va dépendre de ce changement. Si, par exemple, mon image target, qui est là, par exemple, mon image target ici, la photo qui a été prise, elle a été prise en plein jour. J'aurai des gradients qui sont pas, la magnitude de mes gradients ne seront pas très importants, par exemple. Ou à l'inverse, il pourrait être très important s'il y a une ombre, par exemple. Alors que si, par exemple, ma scène, donc S, ma scène, qui est ici, elle a été prise dans un environnement avec faible éclairage, presque de nuit, ou par exemple au crépuscule, ou à l'inverse, au coucher du soleil. Et j'aurai mes gradients, donc la magnitude de mes gradients va changer. Et donc, si je faisais la comparaison avec la magnitude de mes gradients, il y aura un problème avec l'intensité de ceci. Ça veut dire que je ne pourrais pas retrouver un point, dire en fait, voici ce point-là, il a telle magnitude, alors que c'est le même ici, il aura des magnitudes différentes. Et donc, peu importe comment je compare, je ne pourrais pas retrouver. Alors que l'orientation, elle est moins sensible, l'orientation du gradient, peu importe
un changement de luminosité, l'orientation, elle ne change pas. D'accord? Et c'est pour ça que je peux le descriptif d'objectif, je peux retrouver des objets avec, même si il y a un changement de luminosité. Le deuxième point, c'est que lorsque j'utilise encore une fois les blobs et que je fais un histogramme de ces blobs-là, j'arrive à décrire donc l'histogramme, je fais un histogramme de tout ce blob. Donc cet histogramme-là me dit en fait, il va me permettre de devenir insensible à l'orientation de l'objet. Les blobs sont indépendants. Je calcule les blobs qui se ressemblent. Les blobs sont indépendants. Ils peuvent être placés n'importe où dans mon image. Je vais pouvoir faire le mapping. Et le fait d'avoir un grand descripteur permet d'avoir une grande accuracy. Et plus le descripteur, mon descripteur, vous allez entendre beaucoup le terme descripteur à venir. D'accord? Je suis contente que vous ayez atteint cette définition de descripteur. Parce que le descripteur, c'est ce qui caractérise un objet, c'est ce qui caractérise l'image, ce qui caractérise et permet de pouvoir bien décrire, comme son nom l'indique, un objet, une région ou une image. Et en fait, dans SIFT, le fait d'utiliser les orientations, les histogrammes, ça me permet d'être, on a dit, insensible à la luminosité, insensible à l'orientation parce que les blocs sont indépendants. Et aussi, il y a une grande accuracy, précision. C'est-à-dire, mon bloc, comme mon descripteur, il est très grand, il y a quand même beaucoup de valeurs d'orientation de panneaux à l'intérieur. Je peux, avec beaucoup de précision, retrouver pour chaque blob le blob qui lui est correspondant à l'image. D'accord? Donc, ça, c'est comment appliquer le détecteur SIFT, détection d'objets. Donc, comment on va faire? On doit décrire en utilisant le descripteur SIFT. Et le descripteur SIFT, c'est quoi? C'est chaque point d'intérêt qu'on a détecté avec le détecteur blob, on applique les histogrammes et pour chaque histogramme, on fait la concaténation des histogrammes normalisés pour chaque région de mon blob. On a 4. D'accord? Alors, est-ce que, avant de passer à l'exercice ici, est-ce que vous avez des questions par rapport au chapitre 5? C'était très lent, mais j'avoue que j'ai adoré le chapitre. Quand j'étais étudiante, j'avais pas. J'ai déjà travaillé avec SIFT, mais jamais traîné autant de détails. Jamais traîné autant de détails. Il fallait calculer, c'est vraiment passionnant. Votre cours est très, très. J'adore votre cours. Donc, voilà. Donc, est-ce que vous avez déjà des questions par rapport au rappel, par rapport à des chiffres, etc. Par rapport au détecteur, par rapport au descripteur, est-ce que vous avez des questions de manière globale? Non. Non, c'était clair. Ok, super. Ok, je suis soufflée, mais bon, on va passer à l'exercice. Alors, l'exercice, on va voir la série. La série a 2 exercices. Et il est déjà 20h. Oh là là, on n'aura pas le temps de faire les deux. On n'aura pas le temps de faire les 2 exercices. Ah là 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 là. Bon, on va voir, on verra. On passe à l'exercice numéro 1. Donc, l'exercice numéro 1, regardez ce qu'il nous dit. Supposons qu'on a appliqué une convolution avec une série de gaussiennes. Et ça nous a donné le résultat suivant. Et quand vous lisez les questions, des fois, c'est pas clair. C'est comme ça, c'est normal. Il faut lire plusieurs fois pour comprendre le but. Hein. Donc, on lit l'énoncé. Supposons que la convolution avec une série de gaussiennes, au pluriel, a donné le résultat suivant. Qu'est-ce que ça veut dire là, l'énoncé? Là, les résultats que j'ai, convolution avec sigma 1, convolution avec sigma 2, sigma 3, sigma 4, sigma 5. Ici, c'est quoi? J'aimerais que l'un d'entre vous me réponde et me dise que c'est quoi la convolution avec sigma 1, sigma 2, sigma 3, sigma 4, sigma 5. Ça correspond à quoi? En quel algorithme? On a parlé de tout à l'heure, hein. Depuis ce matin, on parle des gaussiennes. Alors, dites-moi, ça correspond à quoi? C'est une convolution des gaussiennes. Dites ce qui vous passe par la tête. Dites ce qui vous passe par la tête. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Allez-y.
Allez-y, allez-y. Différence de gaussienne. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est vraiment est-ce que sigma 1, sigma 2, sigma 3, sigma 4, sigma 5, ce sont des différences de gaussienne? Maria, est-ce que vous êtes sûr que ce sont des différences? Regardez ce qu'il vous dit après. Pour localiser le point shift, le point clé shift, nous devons calculer la différence entre les images convolutées. Donc, on n'a pas encore calculé la différence. Elle représente les matrices sigma 1, convolution sigma 1, sigma 2, sigma 3, sigma 4. Je reviens là, mais je veux dire que c'est Un dans log. le but. Voilà, voilà, bon, votre réponse maintenant, c'est mais je veux dire, Maria répond, mais je veux dire que c'est dans le but de faire la différence. Oui, voilà, oui, mais avant qu'on fasse la différence, ça veut dire dans l'étape. On est dans quel algorithme? On est dans SIFT. Un log. SIFT, il a conduit. Voilà, non, le DOG, on n'est pas dans nlog. N'oubliez pas, rappelez-vous, SIFT. Il a 4 étapes. Je calcule des gaussiennes avec gaussienne court, avec différents sigma. Deuxième étape, c'est le DOG. Troisième, c'est les extrêmes. Quatrième, c'est le filtrage. On peut même s'arrêter au troisième. Il y a des algorithmes qui ne prennent pas en compte tout, hein, qui s'arrêtent uniquement au troisième, par exemple. Des fois, c'est suffisant de trouver les extrêmes. Cette étape-là, elle ne lève pas tant que ça des fois. Les plus importantes, ce sont ces trois-là. Donc, les matrices qu'on a vues dans l'exercice numéro 1, elles sont où dans ces 3 étapes? C'est le résultat de quelle étape? Une. L'étape 1. Voilà. Les matrices qui vous sont données dans ces matrices qui vous sont données ici, avec condition avec sigma 1, sigma 2, sigma 3, sigma 4 et sigma 5, ce sont le résultat de l'application de l'étape 1. C'est-à-dire, l'étape 1, c'est quoi? C'est calculer le filtre gaussien, faire une convolution de mon filtre gaussien avec mon image. J'ai mon image ici, j'applique le filtre gaussien avec différents sigma. Et on voit ici une convolution avec sigma 1, sigma 2, sigma 3, sigma 4 et sigma 5. Donc, ça, c'est la question que je vous ai posée. Maintenant, qu'on vous pose comme question. Pour localiser le point clé shift, nous devons calculer la différence entre les images convolutées et chercher l'extrémum dans l'espace des échelles. Mais là, j'avoue, mais l'exercice, il est très, très simple. Pourquoi? Parce qu'il vous donne la solution, il vous rappelle comment fonctionne le calcul de point shift, il vous donne la solution dans la question. Regardez, il vous dit pour localiser le point clé shift. D'accord? Nous devons calculer la différence entre les images convolutées, donc c'est celle-ci, ce sont ces images-là qu'on a trouvées. 1, 2, 3, 4, 5, ce sont ces images-là. Et chercher l'extrémum de l'espace des échelles. Donc, calculer la différence entre les images convolutées, ça représente quelle étape de mon algorithme? Je vous pose la question. La seconde étape, oui, bravo. La seconde étape, voilà, c'est la 2. Exactement, oui, Maria, oui, Esmine, c'est ça, c'est la 2. Et voilà, ça s'appelle la DOG, c'est Difference of Gaussian. Très bien. Et regardez ce que vous dites encore la dernière partie de la question. Et de chercher l'extrémum dans les espaces d'échelle. Alors, cette phrase-là, elle correspond à quelle étape de l'algorithme? La troisième, bravo, bravo, exactement. Donc après, regardez, vous trouvez ce point 6. Et là, regardez, la question, elle est bien posée. On vous dit de vous arrêter là. On vous dit, pour localiser le point 6, vous appliquez l'étape 2 et l'étape 3, à partir de l'étape 1. On ne vous dit pas de faire toutes les étapes. On ne vous dit pas de faire les 4 étapes. On vous dit de vous arrêter là. Est-ce que vous avez compris l'exercice, l'énoncé qu'on vous a demandé dans l'exercice? Oui. Très bien. Alors, on a l'étape 1, elle est donnée. Donc, nous, on doit appliquer la 2 et la 3. Oui, c'est compris. Très bien, c'est compris. Alors, j'aimerais, je n'ai pas envie de vous donner à chaque fois le corriger. J'aimerais bien que je vous laisse même 2 minutes. Hein, et vous essayez. Voilà, on est là. Donc, on a dit que ça, c'est la différence entre les convolutés, c'est les logés, et chercher l'extrémum dans les espaces d'échelle. Maintenant, à partir de ces matrices-là, qu'est-ce que je dois faire? On a dit que c'était DOG.
entre la différence entre les images convolutées. Comment on la calcule? Je vous donne le temps de réfléchir. Allô? Je n'arrive pas à voir le chat. Allô? Vous m'entendez, vous? Je ne peux rien voir. Attendez, je vais voir sur le. Je baisse les fonds. Vous voulez dire Oh! comment on calcule l'extrême? Allô? Allô? Vous m'entendez? Parce que moi, j'arrive pas je crois pas que mon téléphone fonctionne. J'arrive pas à entrer le chat sur mon téléphone. Alors, on doit faire la différence entre sigma 1 et sigma 2. Oui, après une autre entre sigma 2 et sigma 3, puis entre sigma 3 et sigma 4. Oui, et entre sigma 5 et sigma 4 et 5. Donc, en gros, on doit avoir 4 matrices. Oui, bravo, c'est ça la réponse. Mais pourquoi moi, je peux pas voir sur mon téléphone? D'habitude, je regarde pas sur le téléphone. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, oui, on Très bien, vous je vous entend. entends, moi. Très bien. Je vais voir. Attendez. Il est bloqué. Essayez de reconnecter sur votre Oui, c'est téléphone. ce que je vais essayer. Je vais essayer de déconnecter. Je vous entends, moi. Donc, je vais essayer de déconnecter. Allô? Allô? Je vous Oh entends. non. Allô? Ah, vous m'entendez? Oui.
très bien. Enfin. Bon, Black J. Bon, allez, je sais pas grave. Donc, ce téléphone est Black J. Donc, vous m'entendez bien quand même? Oui, Très bien. Vous arrivez à voir mon écran? Quand ça, c'est que le PC, j'ai pas de problème avec ça. Donc, on continue rapidement. On va essayer de rapidement. La réponse, c'était quoi? Comme a dit votre camarade, donc on va calculer la différence de chaque matrice, 2 par 2. Comme on a dit dans l'algorithme, donc, D4 et D5. Sigma 5, 4 et sigma 5. Allô? Vous avez compris? Est-ce que c'est clair? Ça ne revient plus dessus. C'est la différence sigma 1 et sigma 2, puis sigma 2 et sigma 3, puis sigma 3 et sigma 4, puis sigma 4 et sigma 5. C'est tellement fort qu'il m'entend pas. Bon. Oh, très bien. Alors, on va appliquer tout ça, tout simplement. Donc, on a dit tout simplement, comment on calcule ça? Alors, on aura 25 moins 25, c'est 0. 22 moins 20 c'est 2. 20 moins 20, c'est 0. 17 moins 16, c'est 1. Donc, c'est les valeurs correspondant de chaque pixel. Ce pixel, ce sera avec ce différence, pixel. c'est moi. Voilà, ce pixel, ce sera avec celui-là. Le 28, ce sera avec le 30. Et donc, on aura quoi? On aura DOG, qu'on appelle encore d'échelle. On aura quelque chose comme ça. Donc, 25 moins 25, c'est 0. 22 moins 20, c'est 2. 20 moins 20, c'est 0. 17 moins 16, c'est 1, etc., etc. Donc, vous voyez bien, vous avez compris quand même le principe. C'est facile, je ne vais pas dérouler la matrice. Oui, Est-ce que voilà. C'est pareil avec D2 et D3. Donc, c'est D2 moins D3. Ça donne quelque chose comme ça. D'accord. Donc, regarde 25 moins 24, c'est 1. On a le 30 moins 32, ça donne moins 2, par exemple. 14 moins 13, ça donne 1. Donc, vous voyez, vous avez compris le principe. C'est pareil avec sigma 3 et sigma 4. On a toujours, c'est la même, c'est la différence, toujours de cette matrice vers cette matrice. Et encore une fois, vers sigma 4 et sigma 5. Alors, là, qu'est-ce qu'on vient de faire? La première partie de la question. Calculer les images convolutées. Donc, on a calculé la différence de Gaussienne. Très bien. On appelle aussi l'espace d'échelle. Ça veut dire quoi, espace d'échelle? Ça veut dire si on va l'appeler échelle 1. Ou bien en anglais, scale. Scale 1. En anglais, c'est scale. Hein. D'accord? Ici, ça sera échelle 2. Ou encore scale 2. Ici, ça sera échelle 3. Ou encore scale 3. Ici, ça sera l'échelle 4. Et encore scale 4. D'accord? Est-ce que c'est clair cette notation? Parce que vous pouvez trouver, on vous dit, calculer les échelles. Si on vous dit calculer les échelles, si on vous dit calculer les différentes scales, qu'est-ce que vous devez calculer? C'est retrouver ça. Ça, c'est sur les échelles. Sigma 1, c'est une échelle pour calculer la convolution. Ce sont des échelles de convolution. Et la différence de deux échelles, c'est encore une échelle. D'accord? Donc, le DOG, on appelle aussi espace des échelles. Dans les espaces d'échelle, on aura pour la première échelle et la seconde, on aura l'échelle 1. Pour la deuxième et la troisième, ce sera l'échelle 2, scale 2 par exemple, et sigma 3 et sigma 4, ce sera scale 3, sigma 4 et ça, ce sera scale 4. D'accord? Est-ce que c'est clair cette histoire d'échelle? De scale en anglais. On appelle ça scale. oui. D'accord? Scale. Comme ça. En anglais. D'accord? Vous pouvez trouver les deux termes, on ne sait jamais. Très bien. Alors, c'est quoi la prochaine étape? C'est quoi la prochaine étape? Chercher l'extrême. Chercher l'extrême. Alors, d'après vous, comment on fait pour chercher l'extrême? On a dit tout à l'heure, comment on fait? Je vous écoute. Hein. Je veux que vous réfléchissiez juste deux petites minutes avant qu'on trouve la solution. On Il n'y a pas de compare mauvaise la réponse. matrice avec celle d'avant et celle d'après. Voilà. Bravo.
Bravo. C'est une très belle formulation. Tout à l'heure, on avait dit que pour le chercher l'extrémum, on doit avoir 3 fois 3 fois 3. C'est-à-dire qu'en vrai, on va étudier comme ça, et on va étudier comme ça, l'extrémum. Donc au final, on va étudier 2 fois. Donc pour chaque matrice, on a celle précédente et celle d'après. Celle-là, elle n'a pas de précédent. La première échelle, elle n'a pas de précédent. Donc on ne va pas s'intéresser. La deuxième, elle a un précédent et elle a un autre. On va s'intéresser à l'extrémum ici. Et puis, pour celle-ci, il y a un avant et un après. Très bien, on va calculer. Par contre, pour la dernière, il n'y a pas de après. Il y a juste une précédente, mais il n'y a pas de suivante. D'accord? Donc, la précédente n'existe pas. Ici, la suivante n'existe pas. Donc, on va comparer les extrêmes avec le précédent et le suivant. Alors, on revient ici. Donc, voici les DOG qu'on a calculés. Pour rappel, c'est le numéro 3. Find extremum with 3 by 3 grids. Vous vous rappelez, ça c'était l'étape numéro 3. Alors maintenant, je vous pose la question. C'est quoi un extrémum? On l'a vu tout à l'heure, on n'en a pas parlé. C'est quoi un extrémum ici? C'est quoi un extrémum dans l'image par exemple? J'ai pris cette fois-là. Les matrices à ce là. J'ai une copie des matrices, je les ai descendues. Je m'intéresse qu'à ces 3 matrices. C'est quoi l'extrémum? Qu'est-ce que l'extrémum? Je vous écoute. Key point. Key point. C'est-à-dire, C'est le maximum. c'est le maximum. Oui, ça peut être maximum, pourquoi pas, oui, c'est une façon de voir. Ça peut être on va avoir maximal cadencé les matrices, oui, c'est une façon de voir. Pourquoi c'est le maximum? Est-ce que c'est le maximum ou est-ce que c'est le minimum? Alors, dans le chat, on dit qu'il pointe un point d'intérêt dans l'image. Très bien, oui, c'est ce qu'on essaie de chercher. Maintenant, on essaie de trouver ces points d'intérêt dans l'image, à partir de ces différences de Gaussienne. Mais maintenant, on regardait l'étape pour trouver justement ces points. On nous dit trouver l'extrémum dans chaque triplet d'échelle. Donc, j'ai un triplet, donc celui-là, c'est l'échelle 1, l'échelle 2 et l'échelle 3. On me dit de trouver une valeur extrême. Qu'est-ce que ça veut dire un extrémum? Une valeur extrême. Alors, est-ce que vous avez compris la question que je pose? Le but, c'est de trouver l'équivalent. Donc, vous avez raison. Je vous dis, ma question, c'est les valeurs qu'il y a ici, dans ces 3 matrices. Comment vous pouvez déterminer où est ce qui passe? Bon, la réponse, elle dit extrémum. C'est quoi un extrémum? Je ne sais pas si la question, elle est claire. Je pense qu'on peut détecter par edge. Oui, pourquoi pas. Je pensais à trouver ça. C'est une bonne piste. Vous avez deux bonnes pistes. Il y a Amine qui dit maximum. Il y a Bedreddin qui dit un edge. Il y a quelqu'un qui peut trouver quelque chose entre les deux. Ou quelque chose qui fusionne les deux réponses. Réfléchissez un petit peu, parce que vraiment vous êtes sur le bon chemin, sur la bonne voie. J'aime bien comment vous réfléchissez. Allez, encore une suggestion, allez-y. C'est pas grave de se tromper, c'est pas grave de dire ce qui vous traverse l'esprit. Vous réfléchissez, il faut dire ce que vous pensez, et puis c'est bien. C'est comme ça que vous allez retenir la réponse. Allez-y, encore une proposition, et après j'explique la solution. Vous voulez un indice? Vous voulez que je vous donne un indice? Oui. Comment? Alors, je vais vous donner un indice. Il y a peut-être qui ne veut pas de edge.
Comment, vous vous rappelez les edges, comment on les détectait on faisait des gradients, vous vous rappelez, hein? Alors, comment on faisait? C'était des pics, hein? C'était des pics. C'est ça, quand on fait un gradient, ce sont des pics. Alors, ces pics, oups, je vais redessiner. Voilà, ce sont des pics, hein? D'accord. Alors, la seconde dérivée. Oui, ça peut être aussi la seconde dérivée. Si c'est la seconde dérivée, ce sont des zéro crossing. Donc, c'est comme quelque chose comme ça. Je dessine très mal. Voilà, c'est le zéro crossing, c'est quelque chose comme ça. Mais là, on parle pas, on n'a pas besoin du zéro crossing. De manière générale, pour trouver un extrémum, vous êtes vraiment le passage à zéro. Ah, là, vous vous éloignez. On a dit qu'un edge, vous avez parlé de edge. On a dit qu'il y a deux façons. Ok, on a parlé de zéro crossing et du edge, du grade, de la dérivée première, de la dérivée seconde. Est-ce qu'on a appliqué la dérivée seconde ici? Non. Donc on va pas toucher à zéro crossing. Est-ce qu'on a appliqué la dérivée première? Non plus. Mais, on se rapproche des edges. Pourquoi? Parce que d'habitude, quand on applique un edge, on a dit que le edge, c'est cette valeur qui a une valeur maximum, minimale dans un pic. Bien à l'inverse, maximale. Hein. Là, c'est comme ça. Mais de manière générale, quand on applique une gaussienne, on cherche des valeurs minimales. Quand on applique une gaussienne à une image, on va chercher des edges. Quand on cherche des edges, on trouve les valeurs minimales. Donc au final, même si on n'a pas de edge, qu'est-ce qu'on va chercher? Du coup, c'est les points qui sont edge dont chaque différence obtenue, c'est l'extrême. Je pense c'est bien, vous rapprochez, mais vous voyez, vous n'arrivez pas à voir ce qu'on voit. Mais allez, on va faire plus. La solution, elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple que ça. Mais vos réponses, elles se rapprochent. C'est pas ça, d'accord? Il faut reprendre depuis zéro. Elle m'a proposé une réponse. Il m'a dit c'est le maximum. Ça veut dire je prends ces valeurs, je cherche le maximum bénéfique. C'est bien, pourquoi pas? C'est bien. Mais elle représente quoi le maximum? Ça veut dire quoi le maximum? Le maximum de quoi? C'est ça. Alors, on ne peut pas appliquer le maximum. L'idée, elle est bien d'appliquer le maximum, mais ce n'est pas le maximum qu'on doit appliquer. Pourquoi? Parce qu'on est dans un cas où on a appliqué des gaussiennes. On a trouvé des différences de gaussiennes. C'est-à-dire qu'on cherche les valeurs extrêmes dans une image. Dans l'image TR. Ces valeurs extrêmes, on va chercher, je vais vous donner la réponse. Hein. On va chercher les valeurs minimales. Pourquoi ce sont les valeurs minimales des edges, plutôt des différences gaussiennes? Pourquoi? Parce que d'habitude, dans un edge, quand on applique une fonction gaussienne, je vais vous montrer un dessin. C'est plus facile que tout le reste. On va vous montrer un dessin de feuille. Quand on est là, on avait dit qu'un pic dans un blob, c'était ça, c'était cette valeur-là. D'accord? Et qu'au fur et à mesure, on essaie de changer les sigma pour trouver ces valeurs-là. D'accord? On cherche. Pourtant, c'est du n log. Hein. Pourtant, c'est du n log. Il y a une dérivée avec du Laplacien. On est censé trouver les zéro crossing. Mais non, en fait, le pic, il me représente le pic qu'il y a dans une gaussienne ou dans une différence gaussienne. Regarde, soit une gaussienne ou une dérivée gaussienne, ça sera la position de mon blob. Le but qu'on essaie de trouver, c'est de trouver les key points. Et les key points, on les définit par quoi? Par la localisation, par sa taille et son orientation. Avant d'arriver à l'orientation et la taille, on peut les localiser. Et la localisation, elle se fait par quoi? Par le minimum. On a dit dans ce dessin, c'est ici qu'on l'a dit, regardez. C'est dans le cours. Regardez, local extrema, les extrémums locaux représentent l'espace. Local extrema, représentent les blobs. Donc,
Dans mon extrémum, ce sont les valeurs minimales. D'accord? C'est le maximum. Ça aurait pu être le maximum, mais c'est pas le maximum, c'est le minimum. Et la clé pour comprendre pourquoi c'était le minimum, c'était le gradient. Pourquoi? Parce que quand on applique les gradients, on cherche toujours la valeur minimale. Quand on applique en général une gaussienne, on cherche les valeurs minimales. D'accord? Quand on fait le gradient des gaussiens. Donc, c'est à l'inverse du signal. Donc, l'inverse d'une fonction qui augmente, c'est quoi? Plutôt qui est montante, c'est une fonction descendante. Donc, on cherche les minimums locaux, extrêmum minimum. Voilà, les minimums locaux. Donc, je reprends. On cherche les extrémums. Dans le cas de shift, on cherche les minimums. OK. Sinon, ça va en des maths et ce sera juste encore un peu plus compliqué. Je crois qu'on commence à faire un peu. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a dit que c'était une fenêtre 3 fois 3 fois 3. Bon, j'ai 3 fenêtres là. Donc, c'est une fenêtre 3 fois 3 fois 3. Ici, c'est 3 fois 3. Et elle est répétée 3 fois. Donc, c'est 3 fois 3 fois 3. D'accord? C'est 3 fois 3. Et je parcours. Est-ce que ici, parmi ces fenêtres, j'ai une valeur qui est minimale? Oui, moins 3. Regardez, c'est un 3. Oh, pourquoi j'ai écrit 3? Oh, voilà. Pardon. C'est moins 3. C'est moins 3. Oh là là. Après, je continue. Est-ce que ici, j'ai une autre valeur minimale? Bon, c'est encore moins 3. Bon, c'est moins 3, elle est déjà sélectionnée, je fais rien. Je continue. Est-ce que j'ai encore une valeur minimale? Non, C'est toujours moins 3. Donc, je fais rien, c'est toujours moins 3. Il n'y a pas de changement. Est-ce qu'ici, il y a encore une valeur minimale? non. OK. Donc, le point d'intérêt se trouve au scale 3 à la position 1, 1. Au scale 3, c'est quoi? Donc, ici, on a dit c'était scale 1, scale 2, scale 3. C'est ça, scale 3. À la position y égale 1, y égale à 1. Donc, x égale 0, y égale x égale à 1. Donc, x égale à 1, y égale à 0, y égale à 1. Donc, c'est cette valeur qui est ici. Très bien. On fait la même chose avec les autres. On parcourt. On a toujours le moins 3. Le moins 3, encore une fois, le moins 3, encore une fois, le moins 3, encore une fois. Et pourquoi c'est pas ici C'était censé être ici la même chose que tout à l'heure. Donc, le point d'intérêt, ou en anglais, key point. My key point. Il se trouve où? À scale 3. Avec la position x égale à 1, y égale à 1. Donc, au final, je n'ai qu'un seul point d'intérêt qui se trouve à s égale à 3 et à la position 1, 1. D'accord? Est-ce que c'est clair comment retrouver les minimums? C'est juste un calcul du Madame, minimum. Oui. supposons on a trouvé un autre, et non pas moins 3 dans la deuxième fois. Par exemple, ici, j'ai trouvé une valeur. Non, par exemple, je suis là. Oui, qu'est-ce que j'aurais trouvé, par Exactement. exemple? Je sais pas. Moi, oui, oui. Bon, bon, par exemple, je trouve moins 8. Hein. Où ce sera-t-il extrêmement cette fois-ci? J'aurai un deuxième Moi, point oui. d'intérêt. J'aurai un deuxième point d'intérêt. Je dirais, le premier key point, c'est S3 à la position 1. Donc, ce sera celui-là. Regardez, ce sera toujours celui-là. Et j'ai un deuxième key point, qui est KPE, par exemple, qui est, qui est à la position, qui est à la scale. Ça, c'est quoi? C'est scale 4. Qui est au S4, à la position X égale. Alors, ça, c'est 0, ça, c'est 1, 2 et 3. X égale à 3 et Y égale à 3. Voilà. C'est un exemple. Parce que le détecteur shift, il ne détecte pas un seul key point, il détecte tous les key points qui existent. Dans ce cas-là, bon, c'est facile, il y en a un. Mais si par exemple, dans cette fenêtre, plutôt je suis tombée sur quelque chose comme ça, bah, celui-là, ce sera un nouveau extrémum, et donc j'aurai un nouveau point. Et c'est clair la réponse. Oui, merci.
Voilà. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, l'exercice numéro 1? Oui. Oui. Très bien, je suis contente. On a pas, il est 20h26, je ne peux pas faire l'exercice. Moi, j'ai une question. Moi, j'ai une question. Très bien. Est-ce que vous pensez, qu'on peut améliorer le détecteur SIFT? Comme ça, hein, c'est juste une discussion. Est-ce que vous pensez qu'on peut améliorer le détecteur SIFT? C'est un peu en dehors de votre semestre. Mais on peut normalement. Je vous donne la réponse. Pour détecter des objets. Ouais. Pas par exemple utiliser des planètes. Oui. Mais vous savez, mais le deep learning, c'est pas le même principe. Pas du traitement d'image. Si c'est du traitement d'image, le deep learning, c'est du machine, c'est de l'apprentissage automatique. C'est bien. Est-ce qu'on peut améliorer ma question avec l'amélioration de ce que je voulais dire? Est-ce qu'on peut encore trouver quelque chose pour l'améliorer? En vrai, le détecteur SIFT, on avait dit, je pense que c'était pas là. C'était dans le, dans le descripteur plutôt. Sigma. Il est trop grand, il y a beaucoup de sigma, exactement. Il y a beaucoup de sigma à faire. Et il y a un algorithme qui est encore beaucoup plus simple que ça, qui s'appelle Hub, qui est sorti un an après celui-là. Le 6, il est sorti en 2004. D'accord. Le Hub, il est sorti en 2005. Il est excellent. Qui s'appelle Programme d'orientation des gradients. Et il se débarrasse du sigma. Il est extra. Mais bon, ça dépasse le cadre de votre cours. C'est juste de votre culture générale. Pour l'exercice numéro 2, on n'a pas, on peut pas le faire maintenant, c'est l'heure. Je vais vous le donner, les vacances, zéro. Vous allez travailler 2 par 2. Vous allez le faire. Je vais vous rajouter un exercice à faire de ma composition où on va essayer de couvrir les choses qu'on n'a pas vues en télé, qui ont été vues en cours. Comme des choses comme le L-log. Le L-log, il a été vu en cours, mais vous ne l'avez pas calculé. Hein. Des choses comme le Laplacien du gradient, vous l'avez pas, on l'a vu encore jamais calculé. On va essayer de faire ça et je vais vous donner un exercice, voilà, un exercice à faire pour ces vacances-là. Vous aurez 15 jours pour le faire. N'attendez pas la dernière minute, je vais corriger. Et puis, je vous en avais déjà parlé, je vous avais dit, pour ceux qui ne peuvent pas assister, qui peuvent pas assister, je ne vais pas les pénaliser. Donc, il y aura cette, des exercices, mais c'est pour tout le monde. Hein. C'est-à-dire, si je vais faire une formule pour calculer les devoirs que je vous donne avec les présences. D'accord? Je vais vous montrer, je vais vous donner la formule après. Et donc, vous pouvez travailler en binôme, de préférence, je préfère travailler en binôme. Mais si ceux qui souhaitent travailler en monôme, il n'y a pas de problème, ça ne dérange pas. J'espère que j'espère que c'est clair. Je sens un petit peu la fatigue de la fin du semestre, mais j'espère que c'est clair. Voilà, que le CD d'aujourd'hui c'est clair. Donc je vous pose la question. Est-ce que c'était clair pour aujourd'hui? Oui, c'est clair. Non, Oui. très bien. Voilà, je vous souhaite de bonnes vacances. Reposez-vous bien, préparez-vous aussi pour vos examens. Et voilà, j'ai eu le plaisir de travailler avec vous ce semestre. Alhamdoulilah. Voilà, voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre. Donc, je vous envoie aussi le lien sur le chat, la liste de présence. Je vous enverrai plus tard pour le homework que vous devez faire. D'accord, que je fasse. Et voilà, je vous donne une bonne vacances et voilà, portez-vous bien. À bientôt. Merci, bon vacances à vous aussi. Merci, merci. Je vous en prie. Je vous en prie. Bonne vacances. Merci, merci, merci. Merci, ça me touche beaucoup. Merci. Voilà. Merci.